Et vraiment très heureux de présenter ce premier webinaire Ineolab, le premier d'une longue série, je l'espère. Voilà, c'est le premier webinaire qu'on organise avec l'agence. Je vais avoir l'occasion de vous parler un petit peu de ça rapidement, mais surtout vous parler du sujet brûlant dont tout le monde parle en ce moment. Et j'espère, voilà, je vais surtout essayer de vous apporter un peu les clés concrètes du sujet. Et puis voilà, comme on est en petit comité, encore que je vois qu'il commence à y avoir un petit peu de monde, on va quand même essayer de prendre un peu de temps à la fin pour voilà, répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, normalement, vous avez d'une part un petit chat Q&A là, qui vous permet de poser des questions. Et Valentine, ici présente, s'occupera de regrouper toutes les questions à la fin, et puis j'y répondrai évidemment. Si vous avez des problèmes de son, d'image, n'hésitez pas à le dire aussi, on essaiera de résoudre ça au fur et à mesure. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, c'est parti alors. Voilà, donc avant de commencer, sur le gros sujet de est-ce que ChatGPT va remplacer Google, ou est-ce que le search est mort? Est-ce qu'on ne va pas devoir encore agrandir la taille de sa tombe, ou au contraire, qu'est-ce qui nous attend? Je vais me présenter rapidement, présenter l'agence aussi. Donc en quelques mots, voilà, je suis Dan Bernier, donc je suis fondateur de l'agence Ineolab, directeur du pôle SXO, donc Ineolab que j'ai créé il y a de cela 15 ans, et oui, ça commence à remonter cette histoire. Voilà, donc je suis consultant senior SXO, et ma spécialité dans le SEO, c'est le maillage interne. Et l'une de mes autres spécialités, c'est le marketing comportemental. Je vais pas mal vous en parler, et notamment de la méthode prédictive que j'ai créée et dont on va beaucoup parler dans ce webinaire. Bien entendu, je suis passionné par mon métier, c'est ce qui fait la beauté du SEO, tous ceux qui travaillent dans le SEO. J'ai aussi beaucoup d'interventions à mon actif, que ce soit des webinaires, des conférences, au SEO Camp, au feu SEO Camp, bien sûr, au NDD Camp, au SD Day, et évidemment, on organise pas mal d'événements sur Strasbourg, notamment les afterworks du search marketing. Donc, si vous êtes dans le coin, pensez à aller venir nous voir. Souvent, les événements sont gratuits, donc profitez-en bien. Je vois passer des petites questions. Je vois passer des petits messages. Bienvenue aux personnes qui arrivent et qui nous rejoignent. Ça fait toujours plaisir. Ineolab, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Donc, comme je vous le disais, depuis 15 ans, notre spécialité, c'est de transformer les enjeux business de nos clients en résultats concrets. Et pour ça, on a créé et développé une méthode unique qui allie justement expertise SEO et compréhension fine des cibles. Voilà, donc on va vraiment s'intéresser aux besoins. Et voilà. Aujourd'hui, on est 7 collaborateurs à Strasbourg. On a une trentaine de projets actifs et plus de 100 clients accompagnés. Je vous ai mis quelques références ici, mais qui sont malheureusement filtrées, puisqu'on a des NDA qui nous empêchent de transmettre voilà, le nom de nos clients, mais on travaille plutôt tout type de clients, mais avec plutôt des industriels, des e-commerçants. On a aussi beaucoup d'immobilier, on a quelques marques de renom comme Pierre Hermé, par exemple. Voilà, ce n'est pas l'objectif de la conf, mais c'était important de vous présenter. Bon, alors, c'est quoi ChatGPT Search? On va en parler. Surtout pour ceux qui sont pas sortis de leur grotte depuis un an, et je pense qu'ils sont peu nombreux, parce que si vous êtes là, c'est que vous connaissez quand même un petit peu le sujet. Mais bon, ce qui était quand même intéressant, c'est de remettre un peu la base au milieu, un peu redonner un peu l'information à tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui confondent un certain nombre de choses, et ça peut être bien utile. Donc, ChatGPT Search, c'est une fonctionnalité qui est sortie en juillet 2024 sur ChatGPT. Et concrètement, c'est une fonctionnalité qui permet tout simplement d'utiliser le web pour enrichir en temps réel la base de données de ChatGPT afin de fournir des éléments de réponse pertinentes et à jour à l'utilisateur. Donc concrètement, quand vous discutez, quand vous échangez avec ChatGPT, de temps en temps, vous avez dû vous rendre compte, tac, 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 il va aller chercher sur le web parce que soit il n'a pas la réponse, soit il n'est pas sûr de sa réponse, soit il a besoin d'étoffer. Bien sûr, ce qui est intéressant, et ça je ne vous apprendrai rien, c'est que ça va bien plus loin que juste taper une requête. On va parfois échanger, discuter.
parfois lui fournir de la data, et tout ça, il va le prendre en considération pour fournir la réponse la plus précise et celle qu'il va considérer à son point de vue comme étant la meilleure. Donc, pour ceux qui n'ont jamais testé, mais je pense qu'il y en a peu dans le cas, l'interface, elle ressemble à quoi? Vous connaissez l'interface de ChatGPT. Alors, moi, j'ai la version sombre, mais en gros, c'est pareil. Quand l'internaute, l'utilisateur, il va te taper une demande, un prompt, n'importe quoi, parce que ça marche aussi avec des mots-clés, bien sûr, l'outil, il va afficher sa réponse concrètement. Alors, c'est très, très rapide, mais il affiche quand même un petit message disant qu'il a déclenché une recherche sur le web. Et en fait, il va afficher les sources quand ça vient du web. Alors, il n'y a pas vraiment de stats claires sur le sujet, comme quoi il affiche tout le temps les sources, mais on va dire que très souvent, quand il va utiliser le web, il va afficher ses sources. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est combien de fois, est-ce qu'à chaque demande, est-ce que chaque fois, il va sur le web? Ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Encore une fois, c'est des études qui sont faites sur des petits échantillons, parce que c'est quand même pas évident de le faire sur l'échantillon global. Et les études, ils annoncent que ChatGPT Search, donc vraiment la fonctionnalité de recherche sur le web, elle se déclenche à peu près dans 40% des cas. Donc déjà, ça fait quand même une petite différence, parce que par rapport à avant, Google, c'était quand même 100% des situations. Là, c'est dans certaines situations pour que ça arrive. Petite subtilité aussi qui a changé, là, ils font beaucoup d'A/B tests pour essayer d'améliorer. Le fait de cliquer sur la petite bulle de la source, ça fait afficher ce petit pop-up, et ensuite, il faut cliquer une deuxième fois pour accéder finalement à la page. Donc, c'est pas le clic initialement, c'est le deuxième clic. Ça change quand même beaucoup de choses. Et sachez, pour ceux qui réellement n'avaient pas testé la fonctionnalité au départ, la fonctionnalité, c'était, il mettait un petit message du nombre de sources qu'il avait utilisées, on cliquait dessus et il affichait un panneau, et cette fois, il y avait un listing, comme les liens bleus avec Google, avec les différentes sources. Et à nouveau, il fallait cliquer une deuxième fois pour être amené vers la page qui va bien. Voilà. Je vérifie juste si on n'envoie pas de message, on est bon sur la partie technique, donc je vais enchaîner. Alors, la question que tout le monde se pose, et peut-être vous aussi vous posez, est-ce que ChatGPT utilise Google pour faire une recherche sur le web? Parce que finalement, on sait que ChatGPT n'est pas présenté comme un moteur de recherche, donc ça serait logique peut-être éventuellement qu'il utilise Google pour faire une recherche. Alors officiellement, non, c'est clair et net. Et d'ailleurs, j'ai fait le petit exercice, je lui ai posé la question à notre ami ChatGPT, et je lui ai tout simplement demandé, comment fonctionne ChatGPT Search, et est-ce que tu utilises Google pour accéder à l'information qui se trouve sur le web? Voilà. Donc lui, évidemment, il ne va jamais dire comment il fonctionne, mais bon, il nous indique que c'est pas qu'il utilise un moteur de recherche intégré, que c'est pas Google, que c'est pas Bing et que c'est pas Yahoo. Alors déjà, un truc qui me fait marrer, petite parenthèse, ChatGPT considère Yahoo comme un moteur de recherche. Excuse-moi ChatGPT, mais Yahoo, c'est pas du tout un moteur de recherche, c'est un espèce de super annuaire. Mais passons, ChatGPT n'est pas un SEO, il n'y a pas de souci avec ça. Bref, je referme la parenthèse. Donc, selon lui, c'est un système qui est développé par OpenAI et qui serait capable de faire des recherches web en direct. Donc, petite information comme ça, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. Donc, ça voudrait dire OpenAI, ils ont sorti ChatGPT, la version 3 à peu près opérationnelle en 2022. Là, on est en 2025. Et tu vas me dire que OpenAI, ils auraient créé un moteur de recherche aussi puissant que Google en à peu près 100 fois moins de temps. Donc pour les plus jeunes, sachez que Google, ça date quand même de 1998, qu'aujourd'hui c'est des dizaines, voire des centaines de data centers. C'est une facture d'électricité assez démentielle. Donc même si OpenAI, c'est aussi une grosse machine, qui est déjà quand même assez compliquée, est-ce que, concrètement, OpenAI aurait créé son propre moteur de recherche aussi fort que Google, qui plus est? Officiellement, non. À nouveau, quand on fait des recherches concrètes sur l'élaboration de ce fameux moteur de recherche qu'utiliserait SearchGPT,
Ben, ça n'existe pas, il n'y a pas d'information là-dessus. Donc, on peut vraiment se poser la question, ben, encore une fois, est-ce que ChatGPT utilise Google ou utilise Bing? Donc, je vous ai mis ici quelques études qui existent. Et Valentine, ici présent, va vous partager les liens dans le chat. Donc, on a une première étude, c'est la principale étude qui est utilisée comme source, qui a été réalisée par Alexis Rilko, qui est un consultant SEO que vous connaissez peut-être, où il a en fait comparé les résultats de Google et ceux de ChatGPT. Vraiment, voilà, il a fait une comparaison visuelle et ça permet de valider, en tout cas son étude est plutôt poussée, que SearchGPT utilise bien Google pour afficher ses résultats. Il y a aussi une autre étude de SEMrush qui est intéressante parce que, alors elle est basée sur évidemment la recherche plutôt aux États-Unis, en Angleterre, c'est pas tout à fait la même chose, mais encore une fois, elle assure que définitivement ChatGPT utilise Google pour faire la recherche. Mais que ce soit vrai ou pas, honnêtement, la vérité, vous voulez la vérité, c'est que ChatGPT, c'est pas un moteur de recherche. C'est ça la vérité, finalement. Le débat, c'est pas de dire est-ce que ChatGPT remplace Google, parce que ChatGPT, son but, c'est pas de trouver une page dans l'immensité du web. Ça, c'est le rôle d'un moteur de recherche comme Google. Le but de ChatGPT, c'est de fournir une information à l'internaute basée sur un contexte, sur une demande. C'est pas de faire une recherche sur une base de données. C'est pas du tout le rôle de ChatGPT. Et même Search, dans un sens, son rôle, c'est pas de trouver une page web. Son rôle, c'est de trouver quelque chose qui va améliorer, finalement, qui va étoffer son étude, son analyse pour fournir la meilleure des réponses. Voilà. Donc, à nouveau, je me permets une petite parenthèse pour rappeler, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les récupérera et on fera à la fin une petite session de questions-réponses. Alors, avant d'enchaîner, pour vous expliquer pourquoi, selon moi, et vous allez vite comprendre pourquoi, il ne faut pas confondre ChatGPT, Search et Google, une petite slide avec quelques chiffres. Et je les trouve quand même assez intéressants ces chiffres-là. C'est évidemment, on sait que ChatGPT aujourd'hui est de plus en plus utilisé et il n'y a pas de problème à ça. Mais la réalité, c'est que la part d'utilisateurs et d'utilisation de Google, eh ben, elle n'a pas bougé en fait depuis le lancement de ChatGPT. Donc, on prend les stats au global, on prend les stats françaises. Concrètement, Google, c'est toujours 90% des parts de recherche. Donc, bah, finalement, ChatGPT ne prend pas de part de marché supplémentaire, il ouvre un canal supplémentaire. Et c'est ça qui va changer la donne. C'est ça auquel on va s'intéresser maintenant. Donc concrètement, pour moi, ChatGPT ne replace pas Google, et c'est assez évident, il devient un canal supplémentaire et surtout, il ouvre des paradigmes vraiment complémentaires, et c'est ça qui est intéressant. Donc ChatGPT, on a bien compris, ChatGPT Search, il excelle vraiment pour générer des idées créatives, pour analyser des textes, pour créer du contenu, pour répondre à des questions ouvertes, pour converser avec l'internaute, bien sûr, pour synthétiser des informations. Il permet aussi d'assister, c'est un super assistant, hein, il n'y a vraiment rien à dire avec ça. Alors que Google, bah, il est surtout là pour aller chercher l'information, pour aller trouver l'information, en fait, trouver la source fiable et officielle, peut-être vérifier des faits, des données précises, parce qu'il va être capable d'aller trouver la page qui indique la source de l'information. Hein, ça, c'est quand même le rôle de Google. Il est capable de découvrir aussi du contenu spécialisé ou niché. Il est bien sûr bien meilleur dans la recherche locale et géolocalisée. Bon, il y a des petites nuances parce que ChatGPT était vraiment nul au départ. Là, ça va un petit peu mieux. Mais aujourd'hui, tu veux faire une recherche rapide, sans contexte, sans rien expliquer. Tu mets juste pizzeria dans Google et il identifie tout de suite que tu veux trouver la meilleure pizzeria autour de toi. Enfin, c'est incroyable. ChatGPT ne sait pas faire ça. Il a vraiment besoin de comprendre. Donc, c'est pas du tout la même chose, en fait. Les deux sont vraiment très différents. Encore une fois, Google est très fort pour trouver un site pour acheter un produit. Google est très fort pour trouver un prestataire, pour faire une demande de devis, ou pour trouver le numéro de téléphone du prestataire le plus proche de chez vous. Il est aussi tout simplement fort pour trouver un site web, pour trouver un site qui est caché quelque part sur le web.
Donc, on perçoit bien en fait la différence entre les deux outils et à quel point ils vont être complémentaires. Donc, pour moi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi par rapport à cet argumentaire, ChatGPT Search, bah, il n'annonce pas du tout la fin de Google. Au contraire, il marque quelque chose de nouveau, et c'est un peu le discours que j'ai depuis de nombreux mois, c'est que ça ouvre des nouvelles opportunités pour l'internaute, parce qu'on n'oublie pas que c'est surtout un outil que l'internaute va utiliser, pour finalement identifier la meilleure réponse à sa demande. Et pour vous, eh ben, ça ouvre un nouveau canal pour être visible directement auprès de sa cible. C'est ça qui est intéressant aussi avec Chat, c'est qu'on va pouvoir discuter avec directement, on va pouvoir étoffer un peu plus le discours, on va pouvoir contextualiser, hein, parce que demain, Google, vous lui pondez un paragraphe long comme ça et vous essayez d'ajouter une pièce jointe, ça ne va pas fonctionner en fait. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de ça. C'est l'une des forces de Google, c'est qu'avec 3 mots, il peut identifier votre intention, ce que vous êtes venu chercher et pourquoi vous êtes là. Alors que ChatGPT, il a besoin de contexte, il a besoin qu'on lui explique, il a besoin quand même d'informations, et puis il a besoin d'aller chercher sur le web pour mettre à jour sa base de données. J'en ai pas parlé, c'était affiché assez rapidement sur les slides, mais on n'oublie pas que le dataset de ChatGPT version payante s'arrête à peu près à mi-année 2024, et sur la version gratuite, c'est fin 2023. Donc, ça veut dire que sans ChatGPT Search, bah, ChatGPT, il serait quand même pas aussi bon que ça, notamment sur les contenus récents, finalement sur l'actualité, sur le fait que y a des choses qui changent dans le monde et c'est important d'être au courant. Voilà. Donc, ChatGPT a besoin de Google pour aller chercher l'information. Moi, ça me paraît quand même assez évident. Maintenant, on n'est pas là pour parler du mode de fonctionnement de ChatGPT et rentrer un peu dans les complexités techniques. On est plutôt là pour se demander comment est-ce que vous allez maintenant exploiter cette opportunité. Et bien, vous allez le faire en répondant aux besoins de votre cible. Comment vous allez faire ça? Alors, les besoins de la cible, de votre cible en tant qu'entreprise, c'est avant tout les choix de l'internaute. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre parce que de manière générale, de manière globale, sur le web, l'internaute, l'utilisateur, il reste maître de son clic. C'est-à-dire que lui, il va utiliser ChatGPT, il va utiliser Google, peut-être qu'il utilise encore Yahoo aux États-Unis parce qu'il a une problématique, il a un problème, il a un souhait, il cherche quelque chose. Il va utiliser l'interface qui est à sa disposition, peut-être sur un ordinateur, peut-être sur un smartphone. Il va exprimer sa demande de quelque manière que ce soit. Ça, c'est pas vous qui décidez. Ça va être une requête, ça va être une phrase, ça va être une question. Il va peut-être même parler à son téléphone. Ça va être un prompt. Voilà, ça va être différentes manières. Et ensuite, l'interface va lui répondre, encore une fois, de quelque manière que ce soit. Et par rapport à la réponse qui est affichée, il va décider ou non de cliquer, d'avancer. Donc ça reste, c'est immuable. Fondamentalement, c'est quand même l'internaute qui décide à la fin de ce qu'il fait. Et c'était déjà le cas sur Google avant, et ça sera le cas encore plus avec ChatGPT Search. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est l'internaute qui reste quand même le décideur à la fin, quoi qu'il se passe. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va répondre aux besoins de l'internaute? Eh bien, on va faire ça grâce à la prédiction. Et comment est-ce qu'ils font ça, surtout Google, ChatGPT, Bing et peut-être Apple Search, sait-on jamais, peut-être qu'un jour il sortira vraiment ce fameux moteur de recherche. Eh bien, ils fonctionnent par le principe de prédiction. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes essayer d'estimer de quoi a besoin l'internaute. Ils vont essayer de prédire la meilleure des réponses possibles et donc afficher le résultat le plus pertinent. Eh bien, vous allez devoir faire exactement la même chose, faire de la prédiction, essayer de prévoir de quoi a besoin l'internaute, et pour ça, il faut que vous sachiez exactement de quoi il a besoin. Donc, vous allez devoir créer du contenu qui répond exactement à sa demande, et surtout avant qu'il ait clairement exprimé le besoin, parce que vous savez comme moi que exprimer clairement ce dont on a besoin, c'est pas toujours simple. C'était déjà pas simple avec Google, parce que des fois, on tapait une requête, Google, il comprenait pas ce qu'on lui disait, il affichait un résultat, c'était pas forcément parfait, il fallait étoffer, et 3-4 mots supplémentaires, et en général, il comprenait très bien. ChatGPT, c'est pareil, hein. Si on lui donne juste une petite phrase sans contexte, sans rien, il comprend pas, en fait, hein. Il va fournir une information générale. C'est pas ça qui va l'intéresser. Donc, il va falloir créer quelque chose un contenu, parce que c'est de ça dont on parle,
qui va vraiment couvrir vraiment l'exhaustivité des possibilités autour de ce besoin, c'est important, et il faut que ce contenu, il s'adapte au comportement. Évidemment, si vous avez compris ce que je vous ai dit juste avant, l'internaute, il est quand même maître de ce qu'il fait sur son interface, donc il faut comprendre ça. Et ce qui est hyper important, c'est que vous devez le faire, on va dire, nous, on doit le faire en tant qu'être humain, et les machines le font aussi, parce que ChatGPT, Google, ça reste quand même des machines. Et comment est-ce qu'ils font ça? Eh bien, ils analysent les comportements. Ils font de l'analyse comportementale. Vous le savez peut-être, mais Google, aujourd'hui, a un certain nombre de dispositifs pour analyser les comportements des internautes. Aujourd'hui, c'est validé, certifié, on a l'information, elle est claire comme de l'eau de roche. Donc, par exemple, évidemment, les fameux tests AB de la SERP, on sait qu'il y a des évaluateurs, donc les fameux quality raters, dont le rôle, c'est de comparer les SERP par rapport à leur qualité respective, et ils vont dire celle-là a le meilleur résultat que celle-là. On a le fameux algorithme NavBoost. Alors, ce n'est pas le sujet de la conf, mais je vous conseille vraiment de vous intéresser au sujet. C'est un algo qui est capable d'analyser les clics, d'analyser la manière dont les internautes se comportent, d'analyser la manière dont le site qui est proposé répond, on va dire, à des critères qualité. Il prend en compte la pertinence, le contexte. Donc, encore une fois, un algo qui a été découvert, validé, on va dire, lors du procès antitrust. Ça date déjà de 2023, donc c'est plutôt pas mal. On a bien sûr les historiques de navigation, les données de cookies. Sachez que pour utiliser Google, vous êtes obligé d'accepter les cookies, sinon ça ne fonctionne pas. Donc forcément, Google a accès à beaucoup de données, de data qu'il analyse en temps réel et qui lui permet en fait de comprendre quelle est la demande. Eh bien, sachez que c'est pareil pour ChatGPT. On a eu une étude récente, je vous ai mis d'ailleurs le lien de l'article avec la version, on va dire, synthétisée qu'on trouve sur abondance.com. OpenAI a fourni une étude comportementale de la manière dont ils analysent en fait les comportements des utilisateurs de ChatGPT. Donc eux aussi, ils s'intéressent finalement à ce que fait l'internaute, comment il le fait. D'après ce qu'on apprend, ils vont étudier si le contenu proposé répond directement à la demande. C'est un vaste débat, qu'est-ce qui répond directement? Mais on comprend quand même que ça rejoint un peu les critères EAT de Google. Est-ce que l'information, elle correspond réellement à ce qui est attendu? L'autorité, donc ça a l'air important, mais pour ChatGPT, ils préfèrent prioriser les sites web qui sont considérés comme des marques reconnues. Alors, pareil, on peut ouvrir un débat là-dessus. Et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un site avec autorité? C'est un site qui est visible sur Google, c'est bête à dire, mais c'est tout simplement ça. Donc, les aspects EAT, je vous en ai parlé. Donc, c'est un concept qui vient de Google, mais aujourd'hui, on sait que c'est utilisé quand même dans beaucoup de situations. Et pour identifier, en fait, tout simplement, ce que c'est qu'un contenu de qualité, ça doit être un contenu qui est rédigé par un expert dans son domaine, qui a réellement vécu l'expérience, qui est lui-même légitime, et donc qui a de l'autorité et qui va transmettre de la fiabilité. Voilà. Dans cette étude, on apprend aussi une chose intéressante, c'est que il y a une priorité qui est donnée au contenu récent, parce qu'en fait, OpenAI, ils ont découvert, peut-être, dans leurs analyses, que l'internaute, il préfère du contenu frais, en fait, du contenu qui est récent. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que, concrètement, ChatGPT vient résoudre un problème, ChatGPT Search, pardon, vient résoudre un problème qu'avec ChatGPT tout court, c'est comme son dataset, il a plus d'1 an d'écart avec la réalité, voire 1 an et demi, en fait, ils étaient bloqués et ils se sont rendus compte que l'internaute, lui, il a besoin d'informations récentes. Donc pour ça, ils ont le search qui va chercher, du coup, sur Google, identifier le contenu le plus récent. Et puis enfin, il y a un filtre, semble-t-il. Alors, est-ce que c'est un algorithme comme les algos de Google? Mais en tout cas, il y a un filtre qui va pondérer la qualité des sources selon l'historique du contenu, la structure sémantique et l'alignement avec les faits connus. Donc, ça veut dire, encore une fois, qu'ils ont des critères un peu comme ceux de Google, peut-être même les mêmes que Google, on ne sait jamais. Et voilà. Et donc, ils analysent toutes ces datas-là par rapport aux résultats qu'ils ont. Peut-être vous avez vu passer aussi il y a quelques jours, il y a eu un post de Vincent Terrazi, si je me souviens bien, qui fournissait en fait un tableau de bord qui ressemblait un peu à une Search Console, mais version ChatGPT. Donc, pas inintéressant de voir ça, mais attention, parce que faire un prompt, discuter pendant 3 heures avec ChatGPT avant de cliquer sur un lien, c'est pas la même chose que faire une recherche sur Google. Donc, n'oubliez pas que c'est pas le même outil. Donc, il faut pas comparer
une étude de mots-clés Google avec une étude de mots-clés ChatGPT. C'est aberrant, en fait. On ne devrait pas faire ça. Alors, comment est-ce que vous allez répondre à ce comportement et comment vous allez répondre aux besoins de l'internaute? Et bien pour ça, vous allez utiliser la solution qui s'appelle la pyramide prédictive. Et c'est un concept qu'on a développé chez Ineolab et qui allie finalement SEO et marketing comportemental. Et vous allez voir, c'est tellement du bon sens que vous allez vous dire, mais bien sûr, évidemment, et même probablement que vous le faites déjà, et que parfois vous dites, non, non, mais ce que je fais, c'est pas du SEO. Bien sûr que si, vous faites du SEO, parce que faire du SEO, c'est répondre aux besoins et répondre à l'intention de recherche. On parle souvent de l'intention de recherche, on dit tout le temps, là, il faut répondre à l'intention, Mais l'intention, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle l'internaute, enfin même plus loin que ça, l'utilisateur décide à un moment donné d'aller sur ChatGPT, d'aller sur Google, d'aller demander à un de ses amis de répondre à sa problématique. L'intention, c'est pas juste comment dire, un affichage dans un outil SEO. Ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment la raison. C'est vraiment la sève, la motivation ou la douleur qui amène finalement l'utilisateur à aller chercher une réponse, on va dire, à sa problématique. Donc pour ça, on a la fameuse pyramide prédictive. Je vais vous la faire un peu en courte parce que je vais vous détailler un petit peu après. Et le but, c'est qu'on ait quand même un moment pour répondre un petit peu à toutes vos questions. Donc, finalement, la stratégie, elle est simple. C'est s'intéresser réellement aux demandes de l'internaute, s'adapter aux contraintes des moteurs de recherche traditionnels comme à ChatGPT et fournir la réponse qui est attendue. Alors, je vous ai mis une petite phrase à la fin, mais la méthode prédictive, ça fonctionne qu'avec une vraie entreprise qui a des vrais produits, qui a des vrais services. Donc, les margoulins du fond de la salle, là, qui nous vendent des choses qui n'existent pas ou qui n'ont pas l'intention de développer une marque, de développer une structure, de développer leur entreprise, en fait, ça mènera à rien, en fait. Dans ces cas-là, restez sur les bonnes vieilles méthodes SEO, j'en prenais un top mot-clé avec un volume de recherche fort, essayez de vous positionner dessus. Très bien pour ça. Bon, je ne sais pas si vous serez encore là dans 2 ans, mais ça, c'est un autre débat. Le vrai sujet ici, c'est où est-ce que vous devez être? Vous devez être là où vos internautes, ils ont le souhait de vous trouver. Et c'est à ça que va servir finalement la méthode prédictive. Donc, dans le détail, la méthode prédictive, c'est pas de la magie. C'est on va s'intéresser réellement à qui est votre cible. Et cette slide, je l'ai déjà montrée dans une conf précédente. La persona, c'est pas une invention. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas un rêve, en fait. C'est même pas l'acheteur idéal. Parce que de dire Jean-Michel, 45 ans, qui a 1 million d'euros sur son compte bancaire et qui est prêt à acheter un appartement, c'est complètement aberrant. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. La réalité, c'est une vraie personne. Par contre, elle peut avoir des points communs avec d'autres. Et ce sont ces points communs-là qui vont créer la persona. Vous devez identifier les besoins et les points communs. Parce que bien sûr, vous ne pouvez pas lancer une stratégie pour une personne. Vous allez lancer une stratégie qui correspond à une typologie de personne. Donc, soyez précis, soyez exhaustif et soyez sûr de vous. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez juste faire une hypothèse. Et ce n'est pas grave de faire une hypothèse, mais il faut la valider. Le deuxième point, c'est son besoin. C'est le besoin de la persona. Donc, vous connaissez le cycle d'engagement, le fameux étape informationnelle, étape commerciale comparaison, l'étape transactionnelle. Donc ça, c'est très bien. On a envie de se dire que la recherche, c'est très simple. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, mais ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, à nouveau, je parle souvent de la théorie du Messi Middle, mais honnêtement, il faut que vous vous intéressiez à ça parce que c'est fondamental. C'est tout simplement le fait que, c'est une étude de cas qu'a réalisé Google. Ils ont créé une vraie entreprise, en 2 mots, et ils ont fait des études et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qui a l'air simple sur le papier, c'est beaucoup plus compliqué parce que les internautes, ils vont avoir un comportement différent par rapport à leurs demandes, par rapport à leurs problématiques, par rapport à leur niveau de stress, tout simplement. J'en parlais encore hier dans un atelier. Il y a des internautes, ils ont une problématique qui touche à leur vie, quasiment. Voilà, ils ont des problèmes financiers graves, ils ont besoin de trouver une solution pour vendre rapidement leur appartement, par exemple. Ils vont pas être dans la même manière de rechercher, ils vont pas avoir le même comportement que si moi je cherche
à acheter un cadeau pour ma mère qui a 80 ans l'année prochaine. Donc, le comportement a forcément une influence. La charge mentale va avoir une influence sur votre recherche. Et ça, c'est important de l'identifier parce qu'il y a tout qui en découle derrière. Donc, c'est difficile à entendre, mais l'internaute, il ne fait pas ce que vous voulez, en fait. Malgré tous les dispositifs qu'on a, vous allez être obligé de le convaincre. Et malheureusement, ça ne passe pas par une LP, ça ne passe pas par une optimisation, un call to action parfait. Il faut que le site, il inspire confiance. Et vous voyez, la confiance, on l'a utilisée avant. On sait que les GPT, ils vont utiliser ce qu'un contenu leur inspire comme confiance pour le considérer comme étant qualitatif. Donc la confiance, c'est hyper important. Vous devez transpirer la confiance, en fait. Donc comment est-ce que vous allez faire ça? Étape numéro 3, identifier les besoins, les intentions. C'est un peu flou, c'est normal, parce que là, c'est un atelier réel que je vous ai mis. Donc plus loin que les requêtes, plus loin que les prompts, en fait, même plus loin que les phrases que l'internaute pourrait taper, c'est pourquoi l'internaute, pourquoi il se lance dans cette recherche, en fait, et par quelles étapes il va passer pour atteindre son objectif. Attention, l'objectif, c'est pas toujours vous. Hein. L'objectif, c'est d'abord répondre à son besoin. Il doit trouver un produit, il doit trouver un achat, il doit identifier la bonne solution, okay, mais par quelles étapes réelles il passe. Et avec cette étude de besoin, on va pouvoir mettre en lumière ses priorités, ses préoccupations réelles, et avec cette étude, on va pouvoir identifier les intentions, à partir des intentions, on va identifier son réel besoin. Et c'est ça qu'on veut. On a vraiment besoin de comprendre ce qu'il veut concrètement, quoi. Parce que c'est ce qu'il va exprimer au travers du prompt sur ChatGPT. Il va expliquer son contexte, il va expliquer sa situation, il va échanger en plus avec le chat, où il va apporter des informations. Google, c'est un peu différent. Hein. Il va taper 3-4 mots-clés, et puis ensuite, s'il a l'information, il clique, et sinon il s'en va. Donc ChatGPT lui offre la possibilité d'être encore plus sur du sur-mesure, sur du personnalisé. Donc, il faut vraiment que vous soyez sûr aussi, en fournissant le contenu le plus clair et net. Le fameux contenu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu en 2025 et qu'il sera toujours en 2026 ? Bon, si vous avez compris ce que je vous ai raconté, hein, c'est que, évidemment, il est centré sur l'utilisateur. Donc, c'est vraiment un mythe de penser que les humains rédigent bien et les IA rédigent mal. C'est une énormité, c'est de la connerie, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, quoi. On n'a pas attendu l'IA pour avoir des contenus de mauvaise qualité, on en avait déjà avant. La vérité, c'est qu'une personne qui connaît bien son sujet, il rédigera toujours un contenu de qualité, et si l'IA connaît bien son sujet et qu'elle est bien assistée par un expert dans son domaine, en fait, vous allez toujours créer des bons contenus, en fait. L'IA, ça reste un assistant, il ne faut pas oublier ça. Hein. Donc, si vous êtes bon, l'IA va vous rendre encore mieux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu? Comme je vous l'ai dit, centré sur l'utilisateur, son besoin, exhaustif, précis. Donc voilà, exhaustif, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des contenus de 50 000 mots et puis se transformer en Wikipédia bis. Hein. Exhaustif, ça veut dire qu'il aborde le sujet dans son entièreté. C'est pas la taille qui compte, c'est le champ sémantique, c'est le fait de transmettre et d'être pertinent dans les informations qui sont transmises. Utile, ça, on devrait le mettre en énorme. Je veux dire, un contenu doit être utile, en fait. Ce que vous devez apporter, votre produit, votre service, il doit être utile à l'internaute. S'il n'est pas utile, en fait, ça ne sert à rien, tout simplement. Donc, il faut réellement qu'ils servent l'internaute. Et c'est ce que va chercher les GPT, ChatGPT, c'est ce que va chercher Google. Parce que lui, ChatGPT, il a besoin d'argumenter pour fournir la réponse la plus pertinente. Et Google, il va chercher la référence. Donc, il va chercher l'utilité pour l'internaute. Hyper important. Et puis enfin, il faut qu'il fasse autorité. Donc, devenir incontournable, être crédible, c'est fournir des contenus de qualité. Et des contenus de qualité, vous avez bien compris ce que c'est. Mais concrètement, on perçoit bien que les GPT, ils n'ont pas toute la vie pour analyser le web. Hein, parce qu'ils sont comme Google, à un moment donné, ils doivent aussi identifier rapidement ce que c'est qu'un contenu qualitatif. Ils ont eux-mêmes leur propre base de données. Donc, ils ont aussi cette obligation d'être rapides et précis. Donc, ils ont forcément des critères d'autorité qui sont intégrés. Je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs comme nous, quotidiens des GPT, mais des fois, il est quand même très, très long pour fournir une information. Et il a besoin d'un contexte supplémentaire. Et il va nous réexpliquer quelque chose. Il va vous dire si j'ai bien compris. Donc, parfois, pour avoir juste une réponse à une demande, vous pouvez passer 10-15 minutes sur le chat. Là où Google, avec 3 mots, il vous trouve parfois l'intention exacte sur le premier résultat.
Bon, c'est pas le fruit du hasard quand même, c'est l'étude. Donc, on sait que le contenu, c'est important. On sait que les sites web ne sont pas, vont pas mourir demain, parce que pour l'instant, ChatGPT comme Google, ils en ont toujours besoin pour élaborer une réponse plus précise. Et donc, finalement, bah, on se retrouve quand même à devoir bah, optimiser, valider votre site par rapport à ce qui est connu, les fameux piliers du SEO, qui sont le contenu technique, lien autorité, voire UX, quatrième pilier. Donc, comme on sait probablement que ChatGPT, il n'a pas trop le temps de s'embêter, qu'il utilise Google en reprenant, on va dire, le top 10 de la SERP, bah, pour être top 10, il faut, voilà, faut répondre aux critères. Mais comme je dis souvent, toutes les techniques SEO, elles sont bonnes à faire, mais elles ne sont pas toutes indispensables. Voilà. Ce n'est pas un message caché, hein, mais c'est pour vous dire que des fois, concrètement, vous n'avez pas besoin d'autorité, ou parfois, vous n'avez pas besoin de contenu ultra qualitatif qui répond vraiment aux critères SEO, parce qu'en fait, votre contenu, il est juste utile, il est juste bon, et il fait juste référence dans son domaine. Voilà. Pas besoin d'aller faire de l'optimisation sémantique, créer des cocons compliqués. Votre contenu, il est juste bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi, voilà, tout simplement. Pareil, les RP, c'est pas le Graal ultime, hein. Il y a plein de thématiques, de secteurs où en fait les relations presse sont complètement inutiles. Voilà, c'est malheureux, mais c'est la réalité, quoi. Donc, il faut avoir quand même un petit peu du bon sens, utiliser le bon levier par rapport à votre secteur, votre site, votre cible, toujours. Un autre point qui est important, c'est quand même l'optimisation comportementale. On a la chance d'avoir des outils, mais incroyables, en plus parfois faits par des Français, qui permettent surtout d'analyser les comportements. Donc ça, je vous l'ai dit avec le Messi Middle, mais c'est une réalité. Malgré toutes les stratégies, tous les contenus, tous les liens que vous pouvez faire, bah, malheureusement, parfois, l'internaute ne va pas se comporter comme on veut. Puis, voilà. Donc, en cas de doute, bah, analysez, faites des tests, intéressez-vous au comportement de vos visiteurs. Je vous ai mis ici un petit lien Hotjar, puisqu'il se trouve qu'on est agent certifié Hotjar. Donc, vous pouvez accéder à l'offre business là, pendant 30 jours à un tarif préférentiel. C'est un lien d'affiche, je préfère vous préciser. Mais c'est vraiment important à utiliser Hotjar. Il y a aussi Clarity qui existe, qui est un outil gratuit, qui est géré par Microsoft. Attention, ces outils maintenant sont vraiment 100% RGPD compliant, donc on ne peut pas voir 100% des comportements. Il faut quand même avoir un site plutôt costaud pour que les études soient intéressantes. On a l'habitude de dire qu'il faut au moins, enfin plutôt costaud, il faut au moins 1000 visiteurs sur la page que vous souhaitez analyser pendant 2 semaines pour que ça soit intéressant. En dessous, en général, c'est pas très très intéressant. Voilà. Je vous parle aussi rapidement du pinball pattern. Donc ça, c'est une étude qui commence à dater, là, je crois, 2015-2016, mais qui est honnêtement hyper intéressante parce qu'elle parle justement des comportements des internautes sur les sites web. On apprend vraiment des choses intéressantes. Et enfin, le maillage interne et les call to action. Évidemment, pas la peine de vous dire que faire un bon maillage sur un site, c'est fondamental. Alors, pourquoi c'est fondamental? Ça permet d'améliorer la navigation de l'internaute, mais surtout, ça améliore la structure de votre site. Plus votre site est gros, et même sur des petits sites, les moteurs de recherche comme les GPT, quand ils doivent analyser votre contenu et votre site, il faut qu'ils aillent vite, quoi. Donc, une structure claire, une structure clarifiée, ça permet vraiment d'étudier, d'analyser très, très rapidement votre site. En plus, bon, vous ne le savez peut-être pas, mais l'autorité interne, ça compte aussi beaucoup dans les critères des moteurs de recherche, notamment Google. Donc, ça permet de renforcer l'autorité des pages. Enfin, on sait qu'avec un maillage interne optimisé, l'internaute va rester longtemps sur votre site. Si c'est le cas, ça va améliorer votre taux d'engagement. Et le taux d'engagement, on a vu précédemment que c'est un critère comportemental qui est pris en compte par Google et par les GPT. Donc, autant en profiter. Et enfin, ça permet de façonner finalement le tunnel de la page, d'arriver vers la conversion. On n'oublie pas que ChatGPT, Google ou Apple Search ne changent rien. Notre objectif, c'est business, demande de contact, demande de devis, achat de produit. Bien sûr, on est très content si l'internaute lit nos contenus, mais à la base, c'est surtout pour développer notre entreprise, développer notre image de marque. C'est surtout à ça que ça sert. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de faire appel éventuellement à la méthode prédictive pour améliorer votre visibilité, votre présence sur les IA et sur Google.
Et on va maintenant pouvoir répondre à un certain nombre de questions, parce que je vois que dans le chat, il y a eu des questions.